1841. Dans les rues de New York, la foule se bouscule sur le bitume du Madison Square Garden. Tous se ruent pour assister au plus populaire spectacle de cirque de l'année. Au travers des foires, carnavals et fêtes foraines, où petits et grands sont divertis, un spectacle unique en son genre est sur le point de débuter. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, venez voir Tom Pouce, le plus petit homme du monde, faire son spectacle. Vous aurez également l'occasion unique de rencontrer l'homme éléphant, la femme à barbe et l'homme chien. Ces artistes qualifiés de monstres humains par la population de l'époque appartiennent à une catégorie de spectacle qui vient de voir le jour, le freak show. Oh, 4. Oh, on est parti! Ça y est, les monstres dans le placard reviennent pour la pleine lune de novembre. Sabrina, comment vas-tu? Hey, ça va tellement bien parce qu'on va parler d'un de mes sujets préférés aujourd'hui, Simon. Ouh, mais qu'est-ce donc? Serait-ce donc quelque chose dans lequel tu as versé ou auquel tu as touché un peu? Oui, entre autres choses, puis je pourrais vous en parler rien qu'en masse. Aujourd'hui, on va parler des freak shows. Freak out! Le freak, c'est chic. Freak out! Freak out! Le freak, c'est chic. Les phénomènes de foire, Ouais, qu'on appelait freak ça shows, en ce qu'on français. appelait side shows parfois. Donc, Oui. ouais. Oui, ça c'est bon, maintenant j'essaie de m'enlever Sideshow Bob de la tête, là, Ah oui. mais d'accord, Il a pas été dans un cirque, lui. En fait, c'était pas un homme canon, un moment donné, il me oui, semble. c'était le Euh, sideshow de Krusty le clown. Ah, ben oui, voilà. Excusez, hein? C'est Mais évident maintenant que t'en parles. c'est pour ça qu'il s'appelle Sideshow Bob. Pourquoi? OK, stop everything. C'était quoi pour toi les freak shows, Sabrina? OK. Moi, mon premier contact avec les freak shows, c'est avec, j'ai oublié son nom, mais The Lizard Man, l'homme lézard, qui est un homme qui s'est fait tatouer des écailles de serpent à la grandeur du corps et du visage. Il est chauve, il y a des implants au niveau des sourcils pour donner l'impression qu'il y a des petites bosses comme une face de lézard. Il y a un split tongue, la langue coupée en deux intentionnellement là, puis il y a les dents limées. Et j'ai découvert cet être-là qui mange du feu. Il fait du crachage de feu, il fait des affaires de freak show, donc se coucher sur des tapis de clous. J'ai découvert ça dans un documentaire, j'avais peut-être 16 ans, puis j'ai fait, ben c'est qui ce gars-là? C'est quoi ça? C'est donc ben... Hein? Puis là, je me suis mis à lire sur les artistes de cirque, donc de freak show. C'est les gens qui font, parce qu'il y a une différence entre artistes de cirque et artistes de freak show, là, bien sûr. Mhm. Donc, c'est ces gens qui font des trucs freak, des trucs que tu fais, hein, comment tu fais ça? Donc, exemple, cracher du feu. Et ça m'a complètement fascinée et on dirait que j'ai toujours une fascination pour les modifications corporelles, encore plus quand c'est un artiste qui a voulu ça pour avoir l'air marginal, pour pouvoir travailler dans ce métier-là, ou en tout cas. Et ça m'a ouvert tout un monde de possibilités et de personnages plus grands que nature, et voilà. Fait que pour moi, c'est l'espèce de choix aussi de vivre avec le choix de vivre avec une apparence que tout le monde remarque aussi, ça m'a comme challengé. Pourquoi tu veux sortir du lot comme ça, tu sais? Mhm. Et toi, Simon? Pour ma part, le freak show, les phénomènes de foire, moi, ça a commencé avec. Ah, je peux pas en parler tout de suite parce que ça va être ma recommandation tantôt. Fait que je peux te dire que c'est une des affaires qui m'a fait le plus peur dans ma vie. J'ai eu vraiment peur de ça. Et c'était une peur inexplicable. Parce que on m'a exposé ça quand j'étais quand même jeune et impressionnable. Et là, j'essaie de ne pas nommer rien, là, mais ça va revenir, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Disons que c'est un phénomène de foire authentique, un vrai phénomène de foire. Et j'avais peur de cette personne, de ces personnes-là, euh, inexplicablement. J'avais pas peur qu'ils me fassent mal. J'avais pas peur de devenir comme eux autres. J'avais juste peur. C'était juste une réaction foncièrement interne face à l'anomalie.
Mais là, tu Et parles de modification physique ou de talent non, particulier? c'était des modifications physiques, là. OK, C'était de l'authentique freak show début du 20e, là. OK, OK, OK. Puis Oui, oui. et moi, j'avais peur de ça sans comprendre pourquoi. C'était pas de la peur explicable, c'était vraiment juste de, de, de l'obnubilation de mon être. Et avec le temps, comme à peu près toutes les autres choses dont j'ai eu peur dans ma vie, ça s'est transformé en fascination. Ça me fascine tout autant, moi, les gens qui choisissent de vivre en marge de la société ou les gens qui y vivent avec des anomalies ou des particularités physiques qui font que la vie que nous considérons normale, pour eux autres, c'est autre chose. Mhm. Et ça me sidère. Et ça me génère aujourd'hui beaucoup plus d'admiration que ça génère de la peur parce que euh, ça me démontre à quel point l'être humain est adaptable, dans le fond. On est incroyablement flexible comme ensemble de cellules. En C'est tout cas, vrai. beaucoup Oui. plus que ce qu'on peut l'imaginer dans Ben, c'est notre cas. ça. On a une idée très stricte de ce que c'est normal, de ce que c'est la normalité. Et pour vrai, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense. Ah, ils disent, c'est Morticia Adams, en tout cas, qui a cité ça, ça doit pas venir d'elle, mais ce qui est normal pour l'araignée est de la folie pour la mouche. Alors, Euh, Mais je pense quand même on a besoin d'explorer les fondements de cette folie-là et nous avons besoin pour ça de parler des origines. Les origines! Les origines! Il Euh, faudra que tu te fasses une version avec écho, genre. avec... de ça. Je peux-tu le faire tout de suite? Les origines! Ah, je peux. Euh, alors, le phénomène de foire, le freak show, il y a une raison pourquoi en français, on n'a pas vraiment d'équivalent du terme anglais freak show. Ça n'a pas été quelque chose qui a été extrêmement populaire en France. On s'entend, il y avait des créatures étranges ou des êtres, des spécimens bizarres dans plusieurs tours. Des fois, c'était les fous du roi au Moyen Âge qui avaient des attributs physiques différents. Euh, Chaque village partout en Europe avait quelque chose qui pouvait s'apparenter au bizarre, à l'étrange. Mais le terme freak show est vraiment, vraiment anglo-saxon. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est là tout le long du Moyen Âge, mais qui va devenir de plus en plus fort, plus on va se rapprocher du 19e siècle, encore le 19e siècle, tout se Et au passe là. début du 19e siècle, aux États-Unis, que ça a vraiment commencé, en fait, Oui, oui. on considère que l'âge d'or du freak show, c'est entre 1840 et entre 1940. Entre ces deux périodes-là, dans ce 100 ans-là, c'est le moment où vraiment ça prend son ampleur. On va expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Euh, Avant toute chose, alors on vous explique un peu comment on a divisé le show. Je ne veux pas dire le show. On va Le parler rien show, que ça aujourd'hui. le show, le freak show, non, en fait, on n'a Comment? pas le choix de parler de science rapidement. Ça fait que c'est possible qu'il y ait des sujets qu'on ne peut pas les séparer autant que d'habitude. Oui. C'est normal pour cet épisode. Vous C'est allez comprendre. ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'au début, on va vous expliquer le contexte du freak show pendant les origines et ensuite, on va basculer en mode science parce que c'est vraiment scientifiquement extrêmement intéressant. Tout ce qui était présenté dans les freak shows, dans le fond, ça découlait quand même d'une fascination pour l'étrange, mais pour la médecine aussi, pour ce que l'être humain pouvait être. Alors, comment ça commence? Ça commence au moins dans la période médiévale. Ça devient des entreprises rentables à partir du 19e siècle. Entreprises rentables, je veux dire, qui peuvent générer de l'argent. Ça s'associe au cirque, où ça devient, comme tu l'as mentionné, des sideshows. Donc, à côté du grand chapiteau, à côté des attractions principales, il y avait ces phénomènes-là. Ça s'enjoint quelquefois à des foires. Quelquefois, on en avait dans des tavernes. Il y avait certaines personnes qui étaient dans les tavernes, qui étaient des habitués et qui avaient la réputation d'être un peu différents. Euh, mais vraiment, pour assister au freak show et qui plus est à la foire ambulante qui a pris qui est devenue très, très populaire,
il faut attendre quand même le 19e siècle et qu'il y ait la montée d'une espèce de classe moyenne avec plus de temps et plus d'argent et plus d'intention d'user de leur temps libre. Et c'est ça qui fait. Et c'est donc il faut attendre la révolution industrielle, dans le fond, pour que ça arrive. Et à partir de ce moment-là, le divertissement devient intéressant et la curiosité des gens deviennent plus grande. L'imprimerie et la montée des sciences, spécialement des sciences anthropologiques. On veut parler des freaks. Je vais arrêter d'utiliser le mot freak. Parler des. Hey, on se pose tout le temps des questions sur est-ce que les mots qu'on choisit sont appropriés. Fait qu'on Oui, j'ai l'impression qu'il doit y avoir au moins. on peut dire les artistes, on peut On va dire dire les artistes ou les artistes, parce que c'était des artistes de freak show, puis il y a plusieurs sortes là, aussi d'artistes, on pourra en reparler. Oui, puis vraiment, avec la montée justement de cette entreprise-là, on peut vraiment parler d'artistes parce qu'ils étaient rémunérés littéralement pour être en présentation. Et extrêmement bien rémunérés. Sais-tu combien ils étaient payés à la semaine? Ben, ça dépend lequel, mais vas-y donc. Mettons les mieux payés là, à l'époque, environ 1 000 $ par semaine. 1 000 $ par semaine. Alors, énorme! J'ai passé ça dans la moulinette et je nous ai ressorti. Mais pas tous, là, mais les mieux payés. Là. Je nous ai ressorti combien ça fait 1 000 $ par semaine avec inflation. Alors, 1 000 $ par semaine en 1865, ça correspondrait à 25 000 $ par semaine. C'est 25 000 $ par semaine. 100 000 par mois. C'est fou. Comme 1,2 million par année. C'est énorme. Et donc, ça, c'était les plus. Donc, c'était vraiment des artistes. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, avant la génération de ça en tant qu'entreprise, c'était juste considéré comme les bizarres. Viens-t'en, on va aller rire des étranges. Mais avec la montée des sciences, c'est devenu quelque chose qui se voulait plus anthropologiquement intéressant. On peut parler de curiosité. C'est un peu l'époque des cabinets de curiosité aussi. Donc, on était curieux à propos des différences physiques, donc des handicaps qui étaient souvent des conditions physiques particulières qui étaient rarement possible d'observer en vrai. Donc, c'est ça. On allait voir quelqu'un qui avait un look différent. En réalité, c'est une personne généralement qui avait un handicap ou qui avait un talent particulier qui était inexplicable, du genre les avaleurs d'épée, dont je vous parlerai plus tard. Il y avait, à mes yeux, 2 catégories. Les personnes qui ont une différence physique notable et rarement observée, et les gens qui avaient un talent particulier, encore une fois, rarement observé. Et c'est vrai. Entre les deux, il y avait une 3e catégorie qui était la catégorie de ceux qui s'étaient fait des modifications physiques, genre piercing et tatouage. La première femme tatouée, là, je me demande si c'était une danseuse de couteau, je crois. Même chose, c'est que elle a décidé de se faire tatouer le corps au complet, donc les gens allaient la voir parce que dans le temps, personne n'avait ça, des tatouages. Là, donc, c'est fou, pareil. C'est fou. Et une des premières personnes qui a, je dirais, subventionné un freak show, qui a subventionné ce type de spectacle-là, d'exposition-là, c'est Pierre Legrand de Russie, mari de Catherine Lagrande, qui, lui, s'intéressait énormément ils appelaient ça les diverses espèces d'hommes. On était en pleine révolution des sciences, en plein développement de l'industrie, en pleine révolution des savoirs quant à la race humaine, à l'espèce humaine. Et on avait envie de savoir, oui, mais si nous, on est comme ça, est-ce qu'il y a d'autres races humaines ailleurs dans le monde qui sont différentes de nous? Et souvent, c'était c'était un gros argument. Il se dit, venez découvrir tel peuple issu de l'Amazonie profonde qui est très différent. Ouais, l'homme crabe, tu sais. Une autre espèce humaine jamais vue avant. La femme sirène, bon, des choses comme ça, tu sais, absolument. C'était tout le temps ça. Et dans le cas de Pierre Legrand, c'était Peter the Great. C'était qui avait sa propre exposition permanente dans ce qui allait devenir Saint-Pétersbourg en Russie. C'était devenu une attraction qui était reconnue à travers l'Europe. Mais celui qui met tout ça de l'avant le plus et qui construit littéralement le modèle d'affaires des freak shows, c'est P.T. Barnum.
le America's Greatest Showman, selon le film avec Hugh Jackman, Qui n'était pas si gentil que ça en passant, qui n'était hein. pas très gentil. Vraiment romancé. C'est un excellent film, là. Moi, je suis une fan de comédie musicale, je suis une Incroyable fan de musique. cirque. Donc, Mm. oui, moi, merci Hugh Jackman et merci au cast, mais il n'était pas gentil comme ça dans la vraie vie. Non, Pas du- c'était un profond exploiteur, un tyran derrière la scène, probablement un abuseur aussi, mais il payait bien. Ça, c'est quelque chose faut dire à propos de P.T. Barnum. Il payait ses artistes. Et le 1000 $ de tantôt dont on a parlé, ben, c'est son plus grand. Je ne veux pas en parler tout de suite parce qu'on va en parler dans la section sciences, mais c'était sa tête d'affiche qui se méritait ça. Euh, et lui, P.T. Barnum, qui était avant tout un homme d'affaires et vraiment pas un grand humanitaire, là, mais au moins un très, très grand homme d'affaires, c'est lui qui a présenté comment vendre le freak show, comment rendre ça populaire. Tout d'abord, il faisait du bonimentage. Il a commencé en annonçant. C'est l'image qu'on se fait tous dans la tête. Il y a quelqu'un avec un chapeau de forme, là, puis une espèce de queue de pie qui s'en vient On présenter. appelle communément, je crois, Monsieur Royal, Monsieur Loyal, Oui, maître de piste. oui. C'était le maître de piste de ce genre de présentation-là. C'était la première étape. On voulait présenter des gens vous avez un bonimenteur qui attirait les foules. Et ensuite, deuxième étape, vous aviez des pamphlets, des posters. C'était à l'époque de l'impression et on pouvait les afficher sur les murs avec quelques exagérations graphiques, donner l'impression qu'on allait voir quelque chose de jamais vu. Ensuite, P.T. Barnum lance c'est bien d'avoir ces phénomènes-là, mais ça ne devrait pas juste être un sideshow. Ça devrait être l'attraction principale. Alors, s'en suivent des chorégraphies, des histoires de plus en plus élaborées autour de chacun des artistes, littéralement de la chanson, des numéros dansants, des ensembles. Tout ça, ça devient l'attraction principale. Et pour finir, quatrième étape, pour que vous intégriez ça et que vous le rameniez à la maison, on vous donnait des petites cartes ou des petits posters que vous pouviez épingler dans la chambre de vos enfants pour dire « Wow, j'étais là, j'ai vu cette personne unique. » Oui. C'était là toute la stratégie de P.T. Barnum. Et c'est lui qui, en 1841, à New York, lance le Barnum American Museum. On voit ça dans le film, d'ailleurs. Ça, c'est pas une invention du film, c'est vrai. C'est là qu'on veut présenter son intention avouée, c'était de présenter des artistes freak comme étant pour que ce soit éducatif. Il voulait que ce soit éducatif, qu'on présente ça comme différents phénomènes de l'anatomie, de la nature humaine, mais clairement, tout ce qu'il disait là-dedans était purement fabriqué. Quelquefois, il allait C'était du marketing, c'était de l'esbrouf. Oh, marketing, voilà. Et quelquefois, une fois de temps en temps, il allait se chercher une approbation d'un docteur ou de quelques physiciens de l'époque qui allait mettre son sceau sur les petites cartes à la fin et dire oui, ceci est tel phénomène. Il utilisait des gros termes scientifiques que personne connaissait, des termes de la science qui n'étaient pas éprouvés, pas en tout. Il commençait à dire oui, ceci est un phénomène parfait de telle anthropophagie, quelque chose comme ça. Et donc, ça se voulait quelque chose qui était éducatif, mais clairement, c'était un cirque. C'était les sideshows. Donc, on dit sideshow, c'est qu'en attendant le grand spectacle de cirque que tu venais voir avec les lions, les éléphants, pour les plus gros cirques du monde qui ont existé, c'était les spectacles sur le côté, donc sur les deux côtés de la salle, contrairement à l'arène principale, l'espèce de cercle, je donne un exemple comme ça, mais sur les côtés, c'est là que souvent il y avait la personne qui crache du feu, la personne qui fait justement de l'acrobate contorsionniste, donc des petits numéros en attendant où tu pouvais aller voir, puis souvent les artistes de Freak Show se retrouvaient en sideshow. Donc, Freak Show, sideshow, c'est pas mal intimement relié pour beaucoup de cas. Là. C'est extrêmement relié. Et avant Barnum, c'était juste ça. C'est lui qui a dit que non, les artistes, les freaks, allaient être l'attraction principale, sinon c'était juste à côté.
Mais qui s'est mis à devenir populaire à partir de 1870 aussi, c'est les Dime Museum, c'est-à-dire les musées Addison, où là, on érigeait une tente à quelque part, et là, on disait, oh, il y a quelque chose d'incroyable dans ce musée, dans cette... Allez voir une anomalie, mais pas juste humaine, mais des fois des anomalies géologiques, des anomalies spatiales. On Oui, va vous ça présenter pouvait des... justement être une sirène empaillée. Ça pouvait. Toi, C'est tu payais, ça. tu allais voir cet objet-là de près, puis tu pouvais la regarder, tout simplement. Et tu pouvais être éberlué de wow, ce monde si étrange et fascinant qu'on Ah découvre. oui. Et les cabinets de curiosité se sont fait aller à ce temps-là. Je peux vous le dire. Donc, ça s'est graduellement détaché des cirques et c'est devenu très, très populaire jusqu'à après, en fait, dans les années 1940 où là, ça a vraiment perdu de la popularité en chute libre. Premièrement, avec la Deuxième Guerre mondiale, on s'est mis à avoir une beaucoup plus grande sympathie pour ce qui était des anomalies physiques parce que durant la guerre, pour l'Allemagne nazie, c'était un enjeu, ça. Il n'y a pas juste les Juifs qui étaient envoyés dans des camps de concentration, il y avait également tous ceux qui présentaient des difformités physiques, même de ce qui était considéré comme de la maladie mentale à l'époque, puis ça, c'était très vaste. Donc, on s'est mis à avoir un plus grand capital de sympathie pour ce monde-là. Puis aussi, ben, la recherche médicale a juste avancé au point que c'était assez documenté pour ne plus être considéré comme un phénomène incroyable. C'était juste quelque chose de naturel, mais de peu commun. La documentation est devenue, l'éducation est devenue plus élargie. C'est donc devenu moins intéressant pour la population de voir des phénomènes naturels. Par contre, ce qui a pris de l'ampleur à partir de ce moment-là, c'est les performances. Les performances de plus en plus extrêmes qui continuent encore aujourd'hui avec une espèce de renouveau. Je pense, entre autres, à Jim Rose Circus, qui s'est joint à Lollapalooza en 1991. Jim Rose, qui est un entrepreneur américain lui aussi, et qui se promenait avec son propre freak show, mais à la saveur fin 20e siècle, début 21e, qui incluait des lutteurs, qui incluait des artistes du yo-yo, des gens qui pouvaient manger absolument n'importe quoi, comme des épées, de la vitre concassée, etc. Et son grand phénomène, sa tête d'affiche, The Amazing Mr. Leto, qui pouvait suspendre des poids très, très lourds à ses nombreux piercings qui étendaient la peau. Tout le monde a vu l'image de ce gars-là. Donc, il y a un renouveau d'intérêt pour le freak show, mais pour la performance du freak, comme on a de nouveau un intérêt pour tout ce qui est l'anomalie, ce qui sort de l'ordinaire, ce qui sort des conventions, la queerness, c'est plus la marginalité, en la fait. marginalité. Anomalie, c'est comme dire que c'est pas normal, mais tu sais, les gens sont nés comme ça ou ont travaillé là-dessus. J'aurais tendance à dire marginalité. La marginalité, c'est un très, très bon terme pour décrire ça. Si vous avez d'autres suggestions, vous nous ferez ça en commentaire. On prend vos commentaires. Oui, et là, bon, on a parlé des origines, on voit un peu plus comment ça se profile et comment c'était d'abord quelque chose qui était à vocation scientifique et éducative, mais qu'en réalité, ça a contribué à donner une espèce d'aspect normal versus anormal, et que maintenant, c'est devenu vraiment plus une célébration de la marginalité. Mm-hmm. Mais là, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin sans parler de l'aspect science. Sabrina, Hey, c'est toi qui es l'experte ici. je pense que l'épisode va peut-être être plus long que ce qu'on écoute. On va voir. Wow! On part, OK? On part. Là, on est dans ma spécialité. Non, peut-être pas ça. Mais, mon sujet préféré. On va dire ça comme ça. OK, c'est à toi, je te donne les mots. Possible que je fasse des erreurs. S'il y a des gens qui se connaissent plus que moi, c'est tout à fait possible, mais quand même. Donc, Alors, on parle de personnes réelles. On parle de gens qui ont vraiment existé avec des vraies caractéristiques explicables. et j'aimerais vous expliquer et vous les nommer également pour que vous sachiez vos classiques de personnages de Freak Show, donc d'artistes marginaux, parce que c'est des gens qui ont marqué l'imaginaire, qui ont marqué l'histoire. The Greatest Showman,
on le sait tout de suite. Quand on parle d'un freak show, on va penser à un homme fort, on va penser à une femme à barbe, on va penser à toutes sortes de choses. Donc, j'aimerais qu'on fasse le tour des classiques et que je vous présente, en fait, les originaux, si on veut, ceux qui ont marqué l'imaginaire à l'époque et dont on existe des photos, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il y avait la photographie, mais ça Oui! commence. Donc, C'est ça qui était les posters. Allez, et là, tu nous présentes quoi? Tu nous présentes-tu comme un top 10? Qu'est-ce que tu fais? c'est un top 12 Ouh, quasiment. oh, il y en a plus que quand tu m'en as parlé tantôt. Oui, parce que je n'ai oublié des. En tout cas, ouais, je n'ai 12. Je n'ai All right, 12. 12. Alors, je vais commencer par Annie Jones, la femme à barbe. Donc, The OG femme à barbe. OG, femme à barbe, qui est une réelle femme, donc qui avait une réelle barbe. Et pour tous les gens qui sont peut-être pas habitués, c'est un phénomène qui existe et ça existe, les femmes à barbe. C'est pas quelqu'un qui s'est collé une prothèse de barbe là, pour aller faire ça. Et j'ai fouillé là-dessus et je pourrais vous en reparler. J'ai rencontré une vraie femme à barbe il y a pas si longtemps que ça. Une vraie Et une femme à barbe professionnelle? Une femme à vraie barbe? femme, une femme à barbe qui est née avec une barbe et qui s'en fout et c'est une déesse à barbe et elle est extraordinaire. C'est une artiste incroyable. Wow. Je vais vous en parler éventuellement. Dans tous les cas, la femme à barbe, Annie Jones. Allons-y avec Annie Jones. Euh, le phénomène d'avoir une barbe lorsque tu es née femme, en fait, donc assignée femme à la naissance, ça peut être causé par plusieurs facteurs. Je pensais qu'il y en avait juste un facteur, là, que c'était clairement ça. Moi, je pensais que c'était l'hypertrichose. Donc, on en a Comme... parlé avec Garou, Oui, 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 d'avoir oui. beaucoup de poils et tout. C'était pas ça. Ça peut être dû à du hirsutisme. Donc, c'est une condition médicale qui va se caractériser par une croissance des poils qui est plus exagérée, je dirais, que la normale. Ben, la normale. J'aime pas ça dire la normale parce que, bref, il y a plus, il y a une croissance excessive de poils chez la femme. Donc, ça peut être sur le visage, la poitrine, le dos, par exemple. Puis, c'est une condition qui va être causée par un déséquilibre hormonal, donc un excès de production d'androgène. Fait que c'est OK. l'inverse de l'estrogène, pardon, dans le corps. Fait que, un peu comme les hommes, la raison pour laquelle les hommes ont des barbes, c'est qu'ils ont beaucoup d'androgène. C'est la même chose pour les femmes qui ont cette caractéristique-là d'hirsutisme. Donc, voilà. J'ai appris que OK. quelqu'un qui a des ovaires polykystiques, donc ça peut être un trouble hormonal qui peut éventuellement entraîner des hausses d'androgènes. Donc ça aussi, ça peut faire pousser des poils à des places qu'on n'est pas habitué de voir. Puis il y a plein d'autres conditions médicales là, du genre, des facteurs génétiques qui peuvent jouer là-dessus, certaines prises de médicaments, les changements hormonaux liés à l'âge. Donc oui, les femmes en vieillissant ont plus de pilosité et ont de la pilosité à des places qu'ils n'avaient pas quand elles en avaient 18, c'est normal. Donc, c'est des choses qui peuvent contribuer, si on veut, à avoir une barbe ou du moins des petits poils de moustache, mais surtout une barbe. Donc, Annie Jones avait réellement une bonne barbe, là, une super belle barbe. Pas juste quelques poils, là, Non, comme non, the pas juste whole quelques shebang. poils, pas une moustache molle, non, mesdames et messieurs, et tous ceux entre les deux. C'était une vraie bégasse barbe et une magnifique barbe. Donc, c'était réellement sa condition, là, c'était pas un déguisement, que ce soit clair. Ensuite, Joseph Merrick, donc, qui a été connu sous le nom de l'homme-éléphant, qui était atteint de la maladie de Proteus. Là. Donc, ça provoque une grosse croissance, si on veut, des os et de la peau de manière, ben, je vais dire anormale parce qu'on parle vraiment d'un handicap. Là. C'est pas Oui, quelqu'un qui oui, aurait... oui, c'est pas juste plus que la moyenne, c'est vraiment comme, c'est un problème vital, là. Ça affectait sa vie, là. Au même titre que les personnes qui sont qualifiées de géants, comme les hommes forts et tout ça, qui souvent étaient atteints de gigantisme, ça, c'est quand tu mesures une certaine grandeur et en fait, c'est que tu n'arrêtes pas de grandir. Puis, c'est pas. Si vous connaissez des gens, ou si vous apercevez quelqu'un qui mesure 6 pieds 6 et plus, là, oui, vous allez vous poser la question, premièrement, dis pas qu'il est grand, il doit être tanné de se le faire dire. S'il vous plaît, moi, j'ai un ami de 6 pieds 7 que j'aime beaucoup, puis c'est ça, mais il est suivi par un médecin. Il faut être suivi par un médecin souvent parce que ça peut être dangereux pour ta santé. Ça crée plein de problèmes de santé. Donc, quand même. Donc, pour tout ce qui est géant, personne géante, donc personne géante, mon Dieu, excusez, c'est drôle dit même. Bref, personne qui dépasse une certaine grandeur et c'est vraiment que la croissance des os se fait très rapidement et même continue. Donc, c'est comme si tu n'arrêtais jamais de grandir. Et c'est un peu ça que Joseph Merrick avait. D'ailleurs, sa vie a inspiré plusieurs films et pièces de théâtre, notamment The Elephant Man pour les connaisseurs.
Oui, puis il faut dire aussi que dans le cas de Joseph Merrick, c'est que c'était pas égal. Il grandissait pas partout égal. Et ça donnait cette espèce d'aspect hirsute et Ouais. même des segments de sa peau qui devenaient autre chose, qui avaient de l'air rugueux. Pour ça, le titre Homme éléphant. Hein. Mm. Absolument. Mm. Ensuite, Schlitzie Surtees, je suis désolée si je le prononce mal. Schlitzie, c'était une personne atteinte de microcéphalie. Donc, ça donnait une apparence de tête plus petite que la moyenne. C'était très Donc, populaire, ça, dans à peu près tous les cabarets de curiosité freak show. Ça. C'était vraiment une des absolument. plus populaires. C'est pas une condition médicale, tu sais, c'est une condition médicale qui est quand même assez répandue, là, plus que certaines autres. Et puis c'est un personnage qui était vraiment apprécié là, dans les freak shows. Notamment, il aurait joué dans un film. J'ai fait des recherches sur Schlitzie. Il aurait joué dans un film appelé Freaks en 1932. Donc, Oui. j'ai pas vu ce film-là, mais le titre est assez évocateur sur le sujet. Ensuite, donc, Jojo, l'homme-chien, de son vrai nom, Fedor Jeff Tissue, qui était atteint d'une condition médicale qui s'appelle l'hypatrichose. Là, on parle vraiment d'un homme-chien, donc il avait vraiment l'air d'un loup-garou. D'ailleurs, c'est ce phénomène-là qui a un peu inspiré l'esthétique de Chewbacca. Donc, on est dans un peu notre esthétique de loup-garou, si vous avez vu notre épisode de loup-garou, sinon c'est le temps d'aller le voir. Oui. Donc, c'est une croissance excessive de poils sur le visage et le corps. On n'est pas loin de l'hirsutisme, c'est un peu dans un peu dans la même catégorie, mais là, c'est vraiment tout le visage qui est couvert dans son cas à lui. Donc, Grady Styles, aussi connu sous le nom de Lobster Boy, qui avait une malformation congénitale appelée ectrodactylie. Donc ça fait que tu as des mains et des pieds qui ressemblent à des pinces de homard, rien de moins. Tom Pouce, donc c'est son nom. Donc tout le monde connaît ce nom-là, Tom Pouce, Tom Oui. Tom, c'est Tom Tom. Général Tom Tom, qui Oui, c'est était ça. le premier gros succès de P.T. Barnum. Oui, absolument. Et lui, il arrivait, si ma mémoire est bonne, il arrivait à dos de chien, parce qu'il était vraiment tout petit. J'ai des chiffres. Ouais. Il mesurait 64 cm. Il avait arrêté de grandir à 6 mois. Et son vrai nom était Charles Sherwood Stratton. Puis c'est P.T. Barnum qui a inventé son histoire de Tom Pouce. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Alors, Charles Sherwood Stratton, qui était, dans le fond, quelqu'un atteint de nanisme, bien sûr, on connaît bien ça, c'est quand même... Mais oui, effectivement, il a travaillé pour P.T. Barnum. Et il l'a mis sur la carte parce que ça a été un des plus grands événements de l'histoire du Freak Show. C'est Tom Pouce, Général Tom Pouce rencontre la reine Victoria, qui a été absolument charmée par ce petit bonhomme, comme elle l'appelait. C'est vrai, j'avais lu ça. Sinon, Johnny Eck, qui était un artiste sans jambes, tout simplement, qui a eu une carrière super réussie dans les freak shows en tant que half boy. Donc, c'est vraiment un handicap quand on dit ça, c'est vraiment ça. Mais les gens n'étaient pas habitués de voir ça. C'est vraiment une question de rareté. Voilà. Ensuite, Prince Randian, aussi connu sous le nom de l'homme torse, donc est né sans bras ni jambes et il a développé des compétences pour accomplir des tâches quotidiennes malgré tout et c'est ça qui le mettait en scène là, dans les spectacles dans lesquels il a participé. Ella Harper, qui a été surnommée la femme chameau, elle avait une malformation de la colonne vertébrale qui la faisait marcher à quatre pattes, elle n'avait pas le choix, elle était faite comme ça. Grace McDaniels, donc la femme mognon, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça son surnom dans la traduction que j'ai trouvée, qui souffrait d'acromégalie, donc c'est une maladie qui provoque encore un peu la même affaire que le gigantisme, je ne suis pas médecin, mais c'est une croissance excessive des os et des tissus, fait que ça donne une apparence particulière là, à ce moment-là. Et finalement, Ang Chang Bunker, né en Thaïlande, en fait, qui était relié par un morceau de chair cartilagineuse entre les deux poitrines, donc que eux appelaient en tout cas ligament, à savoir si c'était réellement ça, dur à dire, mais ils ont eu une super bonne carrière documentée, ils se sont mariés, ils ont atteint leur indépendance financière, fait que c'est deux jumeaux siamois qui ont été... C'est les originaux jumeaux siamois, ouais. C'est la raison pourquoi on utilise le terme siamois, à cause qu'ils venaient du Siam. Oui, aujourd'hui ça se dit plus parce que c'est péjoratif. On préfère utiliser le terme jumeaux conjoints.
Donc, pour ceux qui se posaient la question aujourd'hui sur le terme respectueux actuellement, c'est ça. Mais oui, Siamois, exactement, c'est parce qu'il venait du royaume de Siam en 1811. Quand même, c'est dans les plus vieux des artistes. Donc, ça fait le tour de nos classiques dans Je peux en ajouter quelques-uns. Mais j'ai retrouvé le nom de Lizardman. Oui. Parce que là, tu sais, comme je vous ai dit, il y a plusieurs catégories. Il y avait les gens qui avaient des particularités physiques, donc dans leur apparence naturelle. Puis il y a ceux qui ont décidé de se modifier volontairement. La femme tatouée, j'ai oublié son nom, mais ça en faisait partie. Et Eric Sprague, qui lui, c'est dans les années 1972, donc vraiment plus moderne. Et lui, c'est ça, il est tatoué là, des pieds à la tête. Il y a vraiment il y a un tatou, c'est écrit Freak sur son chest, puis il y a les fausses dents. Lui, il fait justement tout ce qu'on peut imaginer de performance en termes d'artistes de cirque. On va dire freak show, dans le fond, le terme aujourd'hui, c'est un peu plus « je ferais pas ça », dans le sens de soulever des charges avec ses stretches, Oui. se faire casser des briques dessus, faire crachage de feu, la suspension aussi par le dos ou par certains membres. Donc, tu peux t'accrocher des crochets vraiment Oui. et suspendre, tenir des briques avec ça. Donc, lui, il faisait tout ça. Puis, voilà. Donc, c'est je dirais que c'est plus la version moderne du freak show, c'est vraiment oui, ça, basé vraiment celui plus qui a sur l'accomplissement. Oui, puis on peut pas passer à côté de Zombie Boy non plus, qui est décédé quand même il y a quelques années, qui a figuré dans le vidéoclip de Lady Gaga et qui a aussi fait il a participé à une annonce, une publicité de maquillage, je crois, là, je veux pas dire n'importe quoi, je crois que c'était Kat Von D, où ce qu'il se faisait maquiller. Dans tous les cas, qui est décédé là, malheureusement d'un accident il n'y a pas très longtemps pendant la pandémie. J'ai rencontré cet homme, donc super gentil. Ah! Ouais. Ben oui. Ah! Mais là, t'as côtoyé de très près. Oui, j'ai côtoyé des personnes qui font vraiment ça dans la vie, là, que c'est un choix, qui ont leur petite troupe également. Je pense à des artistes de pas très loin de nous. Donc, c'est ça, Bombo Bombay qui avait son cirque, qui s'appelait son petit cirque appelé le Blue Mushroom Circus, qui était actif jusqu'à tout reste. Je pense qu'ils ont arrêté en 2018, mais il y avait un homme fort, il se couchait sur des tapis de clous, puis il reproduisait un peu cette espèce de magie-là. Donc, ouais. Mais il y en a encore qui en font. C'est vraiment Oui, chouette. Il y a un c'est groupe aussi à Québec qui s'appelle Suspension Québec, si le nom ne m'échappe pas, où les gens peuvent se faire mettre des crochets dans le dos puis soulever des choses avec des crochets dans les bras. Là, je m'excuse pour les âmes sensibles à la maison. Mais c'est un collectif qui est extrêmement sérieux dans la démarche parce qu'il faut, on s'entend, là, c'est un geste qui est médical quand même de se mettre de quoi dans les bras puis bon. Puis le corps est vraiment fait plus solide que ce qu'on peut imaginer. Je ne ferai jamais ça personnellement, mais j'ai plein d'amis qui le font, qui l'ont fait. Puis il y a une façon de faire pour pas que ce soit mortel, tu sais, oui, ou même juste douloureux. ça reste douloureux, là. C'est comme, j'allais dire, c'est comme le tatouage. C'est vraiment pire que le tatouage, là. Tu te fais quand même passer des crochets dans le corps, là. Mais c'est possible de faire ça de manière intelligente, malgré le risque, parce qu'il y aura toujours un risque. Je me permets, Sabrina, d'en ajouter deux à ton palmarès, qui est, ma foi, extrêmement exhaustif. J'en T'as ai, passé. j'en ai peut-être oublié, là. Je comprends, il y en a des centaines et des centaines. Juste aujourd'hui, il y en a des milliers. Mais je veux en ajouter deux pour leur valeur historique. Vas-y, vas-y. Un des plus anciens dont on pourrait parler, c'est Lazarus et Johannes Battista Colloredo, qui sont nés à Gênes, en Italie, en 1717. Et en fait, il y avait juste Lazarus qui était vivant parce que Johannes, c'était son jumeau qui est décédé à la naissance, mais qui a grandi dont Oh, les restes sont restés collés après Lazarus. Donc, probablement que c'était trop dangereux de les séparer, en fait. c'était trop dangereux de les séparer, puis c'était mal compris à cette époque-là. Et donc, il s'est promené toute sa vie avec le corps de son jumeau qui sortait de son ventre. Euh, Ah! Total Wow. Recall style, là, tu sais. Ça... Et Oh, c'est impressionnant.
Et c'est impressionnant. Il a quand même vécu 40 ans avec ça et c'était un phénomène incroyable. Il était grassement populaire, grassement payé par la noblesse. Il se promenait avec de riches habits qui devaient être assez amples pour englober son frère. Euh, le dernier dont je veux parler, ben, il faut en parler, ne serait-ce que parce qu'en termes de success story, c'est peut-être le plus hot. C'est George Constantinus, qui était la tête d'affiche de P.T. Barnum. C'était un homme tatoué, mais tatoué à grandeur. C'était un des rares tatoués intégrales qu'il y avait à l'époque en 1964-65. Et c'est lui qui gagnait 1 millier de dollars par semaine. Il se promenait avec une arme à feu parce qu'il était rendu tellement populaire qu'il avait peur que le monde s'en prenne à lui. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que à la fin de sa vie, il était rendu quand même remarquablement riche pour un homme qui vit de ça. Et il a distribué, en héritage, il a donné toute sa fortune aux autres freaks qui n'avaient pas gagné, qui n'avaient pas fait autant d'argent que lui. Il leur a donné toute la fortune. Ça a été une des premières. Il y a une fondation qui porte son nom encore aujourd'hui. Alors, Ah, ça, c'est la raison, l'importance historique que je lui conférerais. ben merci. Mais il y en a plein d'autres, là. Genre, tu sais, j'y pense, puis je me dis, mon Dieu, j'aurais pu parler de tel, tel, tel. Donc, on pourrait passer un épisode complet à juste nommer les gens. Oui, ce serait juste. Il faudrait avoir un catalogue. Un catalogue, puis au niveau du côté suspension et tout ça, ça j'aurais pu pousser mes recherches pour savoir c'est qui les premiers à avoir fait ça, je ne saurais pas vous dire, mais c'est quelque chose qui est encore actuel, là, de mettre une brique sur quelqu'un, puis que la personne elle reçoit un coup de marteau par-dessus la brique, se faire casser des briques sur le dos, c'est ça. Voilà. C'est super intéressant et c'est fascinant de voir qu'est-ce que le corps humain peut prendre et Oui. avec quoi on peut s'adapter. Et ça va nous amener à la dernière section, la section culture. Alors, la culture du freak show. Ben, le freak show en tant que tel, c'est de la culture, c'est un spectacle en soi, mais il y a quand même d'autres événements culturels autour du freak show qui ont quand même gagné de l'importance. On parlait tout à l'heure de Tom Pouce. Tom Pouce a généré comme sa propre, j'ai le goût de dire le Tom Pouce Universe parce qu'il s'est mis à avoir des livres à propos de lui, des BD. Il est devenu une espèce de personnage de fiction alors que c'est une vraie personne. Il y a eu, autour de l'univers des freak shows, il y a eu nombre de films, de livres, de musique qui ont été créés. Entre autres, on dit que le freak show, ça fait partie euh, je dirais, esthétiquement, de ce qu'on appelle l'esthétique Southern Gothic. Donc, la littérature et les œuvres qui se représentent du gothique du Sud. Le Southern Gothic, ça représente environ toute cette période-là de la fin 18e, début 19, fin 19e, début 20e, aux États-Unis en particulier. On parle de l'Ouest qui était encore en découverte, mais aussi de la guerre de sécession, puis l'espèce d'agriculture un peu fréquente, justement, la période qu'on appelle le Dust Bowl, où là, il y avait des grandes tempêtes de poussière à travers tout le Midwest américain, qui donnait une espèce d'aspect irréel à tout. Et ça s'inclut beaucoup là-dedans. Entre autres avec la série Carnival, Oui. qui est une série de 2 saisons qui a eu lieu au début des années 2000, dans laquelle on Super bon. représente. Hein? Super bon comme C'est série. une, Moi, c'est une je trouve ça très, très dommage. bonne série. Non, je trouve ça dommage qu'il y ait juste eu 2 saisons, personnellement. J'en aurais pris encore. Oui, mais ça s'en allait vers une confrontation assez épique. Et je dirais qu'en termes de représentation d'un freak show et d'un freak show glorieux, c'est peut-être une des meilleures représentations que j'ai vues à l'écran. Mais ça fait longtemps qu'il y en a. Temple of the Holy Ghost de Flannery O'Connor, Petrified Man par Eudora Welty, pardon, Petrified Man and Keela, the Outcast Indian Maiden, c'est le nom complet.
The Tree of the Night de Truman Capote, The Heart is a Lonely Hunter de Carson McCullers, pardon, sont tous des œuvres littéraires qui font partie du mouvement Southern Gothic et qui incluent des références à des freak shows, à des phénomènes de foire, des cirques ambulants. Oui, Oui. plus près de nous, tu sais, au Québec, il y a encore des spectacles à thématique freak show, mais je dirais que les artistes qui existent encore qui font ça, c'est davantage des pigistes. Il y a plus de troupes, ou du moins, s'il y en a très peu. Puis s'il y en a, droppez-moi ça dans les commentaires, je veux savoir, je vais aller les voir en spectacle. Mais il y a quand même beaucoup d'artistes qui vont aller dans cette espèce d'extrême-là de je fais quelque chose de dangereux, je suis un professionnel. Au même titre que chez les magiciens, il y a eu beaucoup de, tu sais, de trucs de je vais m'évader, là, ça va être dangereux. Puis c'était quand même, là, on pense à Houdini, par exemple, là, c'est le côté je vais faire quelque chose d'impossible ou de risqué. C'est un peu un daring qui est resté là, jusqu'à aujourd'hui. Donc, le fait de soulever des choses, le crachage de feu, avalage de feu, la jonglerie contorsion aussi, tout ce qui est quelle prouesse physique je suis capable de faire que le commun du mortel n'est pas capable de faire. Les avaleurs d'épée, c'est un vrai truc, hein? Ça existe pour vrai. C'est pas une épée rétractable, là. Les gens, il y a des pratiques, là. Moi, j'ai des amis qui m'ont expliqué comment ils ont fait pour en arriver là, parce que j'ai des amis qui font ça dans la vie. Ah oui, c'est pas juste pas fictif, c'est Moi, proche de toi. j'ai pas fait partie d'une troupe de freak show, mais j'ai été artiste invité au sein de plusieurs artistes qui faisaient un regroupement qui s'appelait Transperce à l'époque. Ça porte bien son nom. Et j'étais pas mal l'enfant de cœur de la gang parce que moi, je fais du clown et du burlesque, mais mes collègues faisaient des trucs justement à valeur de sabre. Et mon collègue me disait que dans le fond, la manière de pratiquer, c'est que tu prends un cintre, un support. Puis comme ça, un support, c'est pas pointu, tu sais. Fait que, puis tu pratiques, ouais, il faut que tu aies aucun gag reflex, ça se travaille. Mais ouais, je le sais. Puis c'est vraiment le support, étant donné qu'il est rond au bout, c'est pas dangereux, mais l'épée en tant que telle a vraiment un danger de te percer l'intérieur. Donc, oui, je suis désolée pour les faces que tu fais, Simon. Ceux qui Je ne écoutent voyais pas ma face. audio, C'est comme, ceux qui écoutent la version audio en ce moment doivent imaginer qu'ils grincent des dents. ah oui. Et ça reste une pratique dangereuse, donc une pratique risquée. Le crachage de feu, c'est risqué. Tu peux prendre en feu, tu peux. Je vous dirai pas comment faire puis quel combustible utiliser. Là. Moi, j'ai été artiste de feu dans le passé. Je veux pas que vous fassiez ça à la maison, mais il y a des risques avec les combustibles qu'on utilise, autant d'en avaler par accident, d'en aspirer par accident, donc de respirer ça. Puis j'ai déjà eu une pneumonite, là, donc des dépôts de trucs pas le fun sur mes poumons. Ça peut être Ouais. super dommageable pour la santé. Fait que c'est à ne pas faire à la maison, mais ô combien impressionnant d'aller faire le Hey, cette personne a fait quelque chose de dangereux. Puis c'est impressionnant à regarder. Donc on revient un peu dans le cirque, les acrobates. Euh, Oui. c'est un peu, puis tout est intimement relié dans le freak show moderne. Les gens qui décident d'être artistes marginaux vont souvent consciemment faire de la body modification, donc des modifications corporelles comme le tatouage dans le visage. Il y a moyen de se faire tatouer les yeux maintenant. Les implants dans le front, là, justement, l'homme lézard, c'est des implants au silicone dans le visage. Ça, c'est vraiment un pensez-y bien, là, tout ça, bien sûr. Puis, ils vont aller chercher volontairement une apparence qui dérange, qui va aller faire que les gens se questionnent, qui va aller chercher une espèce qui va créer un personnage carrément. Oui, c'est ça. Puis aussi, ça s'inscrit dans un mouvement qui est beaucoup plus moderne, qui est de représenter le freak show non seulement comme pour son effet de surprise, mais aussi comme célébration de ce qui est différent. D'assumer complètement qui tu es, qui tu veux projeter. Puis là, je vous dis ça, chaque personne qui fait des modifications corporelles a ses raisons de le faire, mais je dis ça parce que j'ai beaucoup d'amis qui le font et c'est ce qu'eux m'ont rapporté. Tu sais, j'ai des amis qui ont le blanc d'œil tatoué. C'est assez, tu sais, c'est impressionnant quand tu t'y attends pas. Puis ils ont des réactions et des regards dans la rue tout le temps. Ils sont habitués, ça leur dérange pas, ça vient avec. Mais ils ont choisi d'avoir cette apparence-là. Tu sais, vraiment. Fait que je trouve ça extrêmement j'oserais dire courageux, tu sais, ou ben courageux. C'est vraiment ça qu'ils veulent, tu sais, au final. Ils sont bien à l'aise avec ça. Puis je trouve ça chouette qu'ils soient
authentiques dans leur choix, leur choix de vie. Mais tu sais, c'est quelque chose qui peut impressionner le commun des mortels, mettons. Ben, écoute, On va mettre dans la rue, moi, j'y jase casual, tu sais, mais il y a le blanc d'œil tatoué, puis là, mettons, on se revient vers quelqu'un, puis la personne est comme, elle s'attendait pas à ça, tu sais. C'est un peu comme si tu mets des verres de contact, des sclérats à l'Halloween, là, qui cachent ton blanc d'œil. Les gens, souvent, ont des réactions de stress parce qu'ils sont pas habitués, ou il y en a que ça écoeure, là. Mais bon, carrément, mais tu sais. ben, il y a il y a deux approches. Là, je suis en train de dire, il y a un phénomène extrêmement courant qui est celui de voir dans le freak show une célébration, une victoire de la marginalité sur, Ouais. sur l'oppression de la normativité. Le problème, c'est qu'il y a l'autre mouvement aussi. Depuis le début des années 2000, on connaît l'expansion des téléréalités. Et il Oui. y a toute une tranche de la télé-réalité qui s'est même revendiquée du freak show moderne. Tu sais, comment ça s'appelle? My Curious Obsession, Hoarders, Ouais, des, ouais, là, c'est oui, mais non. Je pense pas que ça s'applique. ben, j'ai pire. À la télévision britannique, il y a Body Shock, où là, c'est vraiment le seul but, c'est de montrer des déformations et des choses étranges ou des erreurs médicales qui ont mal tourné. On Euh, n'est pas dans le même sujet tout à fait, mais je comprends. Mais tu sais, c'est- ma Curious Obsession, c'est plus des gens qui tripent sur des objets inanimés, là, de ce que j'avais vu. Ben, en fait, anthropologiquement, il semblerait que les deux soient. Si on séparait le freak show en ce qu'il avait de meilleur et ce qu'il avait de pire, on aurait ces deux extrêmes-là. On aurait la célébration de la différence et on aurait le shock value, l'espèce de ah ouais, regardez-moi ça, ces bizarreries-là. Même un chose comme c'est un peu cave, là, un peu comme Tiger King, où on voit juste une série d'êtres humains extrêmement douteux Ok, essayer. je comprends. Je comprends où tu t'en vas avec ça, excuse-moi. Mais c'est peut-être le côté, ce qui choque, ça fascine, en fait, tout C'est simplement. ça. Et c'est Ouais. exactement. C'est ce que le freak show d'origine avait de meilleur et de pire. OK, Euh, je comprends, je comprends. OK, OK, OK. donc, c'est ça. Il y a ces deux tendances-là qui se démarquent aujourd'hui. Un qui est vraiment la revendication de la différence et l'autre qui est plus comme un montrage du doigt, une exemplification du monstre. Ah, puis j'en connais que c'est vraiment une question d'esthétique parce qu'ils ont envie d'avoir une modification corporelle, puis que ça n'a rien à voir avec personne. Ils font pas des trucs en particulier, ils ne font pas nécessairement. C'est pas parce que quelqu'un a une langue splittée qu'il fait nécessairement du mangeage de feu, là, puis du crachage de feu. Non, au contraire, il y en a pour qui c'est un choix esthétique, puis ça vient avec, puis ça leur dérange pas, au même titre que le tatouage. Fait que c'est juste que ça fait peut-être plus réagir en ce moment que le tatouage qui est rendu vraiment plus banalisé. Oui, qui est rendu même très, Ben, très, très commun. c'est plus commun qu'avant, effectivement. Mais tu sais, le côté modifier ton corps. Puis au final, quand on y pense, qu'on prend un recul là-dessus, tu sais, j'ai l'air d'une fille qui défend ça parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont ça. Mais c'est pas pire que n'importe quelle chirurgie esthétique qui a un but esthétique. Tu sais, c'est de modifier ton corps. Fait que la personne qui décide d'avoir pas de sourcils avec des petites bosses de lézard, c'est juste moins à la mode, disons ça comme ça. Mais rendu là, quelqu'un C'est que qui a une chirurgie bariatrique, quelqu'un qui a une augmentation mammaire, je veux dire, c'est la même catégorie d'intervention jusqu'à un certain point. Il y a un objectif qui peut être physique, mais qui va être esthétique également. C'est tout dépendant. Là. Ça peut être c'est pour la juste qu'il y a une esthétique qui va dans le sens de la mode, puis il y a une esthétique qui va dans l'autre sens. Je te Oui, oui, dirais que oui. c'est Ben, vraiment ça. exact. Mais au final, la personne a le fait pour elle, tu sais. Donc, ben, pourquoi pas? Tu sais, je veux qu'on complète juste avec les différentes utilisations du mot freak et freak show dans la culture populaire. Hey, moi, Freak show, oui. American Horror Story, ils ont un volet, ils ont une série sur le Freak Show que j'ai Oui, beaucoup. c'est la quatrième saison de American Horror Story qui se focus Vous sur un voulez freak show. voir, si vous aimez les trucs un peu effrayants, là, mais si vous voulez voir des esthétiques, le fun, j'ai bien aimé.
Oui, donc American Horror Story. Il y a également une petite télésérie, il y a une série de dessins animés qui s'appelait Freak Show. Il y a bien entendu une télé-réalité qui s'appelle Freak Show. Il y avait Freakazoid qui était. Ça, je tire un peu ça par les La cheveux, là. télé-réalité qui s'appelle Freak Show est super intéressante si vous voulez suivre les artistes dans leur tournée, parce que c'est quand même relativement moderne aussi, voir comment ils font, c'est quoi les trucs audacieux qu'ils ont décidé de pousser pour se démarquer aussi dans cette industrie-là qui est particulière, d'aller faire, ah, moi je vais faire un truc que personne n'a jamais fait, puis c'est quelque chose. Donc, c'est ça. Donc, il y a Freak Show, ça apparaît dans la série Carnival. Il y a également une mention assez un détournement, je vais dire, de l'esthétique Freak Show dans la série Carnival Row. Carnival Row. Euh, Souvent, on va parler du Freak Show en référence à la communauté LGBT. Il y a plusieurs œuvres qui ont été qui utilisent le titre Freak Show, entre autres le film Freak Show en 2017, qui va faire référence plus à l'univers des drag queens, à Oui, oui, l'univers oui. des LGBT. Moult albums et musique qui s'appelle Freak Show. Il y a une chanson par The Cure, par Britney Spears. J'ai l'impression que c'est un mot qui nous ramène dans le temps à une esthétique de cirque vieillot, à des choses qui peuvent être effrayantes, qui peuvent être fascinantes, qui peuvent être impressionnantes. C'est tellement un beau fourre-tout, ce terme-là, quand tu y penses. Tu sais, on dit freak show tout de suite, tu vas penser à la tente de cirque rayée, tu vas penser à l'homme fort, tu vas penser à la femme à barbe, mais tu vas penser aussi à un cirque vintage. Donc, c'est quand même tu sais, même si le terme freak n'est pas nécessairement une belle appellation, tu sais, je pense que ça évoque beaucoup de trucs historiques et beaucoup de trucs qui proviennent de l'imaginaire, là. Qui se sont installés dans l'imaginaire Oui, suite c'est ça. à ça. Mais oui, maintenant c'est intégré à l'imaginaire collectif. Mais moi, si je dois choisir ma recommandation, ben, je vais vous choisir l'affaire qui m'a, moi, personnellement, fait freaker quand j'étais jeune et que j'ai contourné. Même quand on en a parlé plus tôt dans l'émission, j'ai pas trop embarqué dedans. Je veux parler du film The Elephant Man par David Lynch. Oui, Euh, oui. en- donc, je veux vraiment parler de ce film-là qui m'a foutu la chienne quand Là, c'est j'étais David petit. Lynch. Déjà en partant, Ben, déjà, en termes de c'est foutre pas la faux. chienne, Je veux dire, j'ai été en David cinéma, Lynch. on a analysé Eraserhead et si vous voulez une bébite cinématographique qui vous met mal à l'aise du début à la fin, c'en est une excellente. À ne pas écouter avant de vous coucher, c'est trop bizarre. Je Mais pense que David Lynch est responsable de plus de scènes troublantes comme dans toute son œuvre que j'ai vues dans ma vie. il est à la base de beaucoup de traumas cinématographiques, j'en suis convaincue, parce Ouais. qu'il est troublant dans son approche, dans tout. Moi, c'est ça. Et c'est vrai aussi Ouais. pour Elephant Man, qui met en vedette John Hurt et Anthony Hopkins, qui étaient très jeunes à l'époque. C'est un film britannique, c'est un film donc ça met en scène la vie de Joseph Merrick, qu'il appelle John Merrick dans ce contexte-là. Et c'est un drame, c'est pas un film d'horreur, c'est pas supposé d'être horrifiant, c'est juste que les conditions de John Merrick étaient tellement exceptionnelles que moi, quand j'étais tout jeune, ça m'a paralysé de terreur. Donc, si vous voulez goûter un peu de ma terreur de quand j'étais jeune et aussi reconnaître le talent artistique où il se trouve, The Elephant Man, Ben, tout 1980, ça pour David dire Lynch. qu'on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas et c'est bien aujourd'hui de pouvoir considérer que les artistes qui ont fait du freak show dans le passé, autant que ceux qui en font dans le présent, sont des vraies personnes et des personnes avec une vie normale, des sentiments, puis que c'est la magie qu'ils mettent sur scène, ça n'a rien à voir avec les gens qui sont dans leur vie privée, tu sais. Non, mais je veux pas voler de punch à personne, mais dans le film, c'est toute cette dichotomie-là qui est au cœur parce que John Merrick, il OK. aimerait donc ça que le monde le traite comme un être humain, ça. Ah, mais Il oui, mais aimerait, c'est, c'est sûr que ça traite de vrais problèmes que ces artistes-là ont dû vivre malheureusement dans leur réalité, là. ben oui. Aïe, aïe, hein? Ouais, 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 ouais. Hey, j'en ai deux. J'en ai deux, OK? J'ai
The Secret of Sideshows de Joe Nickell. Donc, pour ceux qui aimeraient lire sur les artistes de Freak Show et d'époque, comment ça se passait, et connaître aussi le pourquoi et comment ils faisaient certaines affaires, j'ai adoré. Et je vous le recommande fortement. Puis moi, j'aimerais, OK, pour de vrai, il faut que je te raconte une anecdote, Simon, qui m'est arrivée pour de vrai. Dans un spectacle cabaret, je me suis pointée et il y avait une artiste extraordinaire avec des grands cheveux blonds et elle était en train de twister sa barbe, donc devant le miroir. Et là, moi, je suis dans un groupe d'artistes qui inclut des personnes non-binaires, des personnes trans, qui inclut des artistes burlesques, des artistes de drague. C'était vraiment plein d'expressions de genre différentes, de numéros différents qui se préparaient, plein de trucs différents. Et c'était un spectacle thématique lutte et burlesque. Super cool contexte. Et cette belle personne-là qui est en train de twister sa belle barbe comme ça, j'ai dit, hey, wow, j'aime ta barbe, tu sais, c'est beau. Mais moi, je pensais que c'était une fausse barbe qu'elle s'était collée. Et là, pour vrai, cette personne-là, j'ai su après que c'était sa vraie barbe. Puis c'est une femme, et elle a les pronoms elle, donc femme assignée à la naissance, si je peux dire ça comme ça. Pronoms elle, des dem, donc yel et elle. Et après, j'ai su que c'était une vraie femme à barbe. Puis j'ai fait, oh, je me sens donc bien mal de ne pas l'avoir su. Mais comment aurais-tu voulu que je le sache? Tu sais? C'était la première fois de ma vie que je rencontrais une vraie femme à barbe, une longue, belle, longue barbe blonde, bien coiffée. J'étais convaincue que c'était un props. Mais comment qu'elle s'appelle? Comment qu'elle s'appelle? C'est une artiste extraordinaire que je suis maintenant sur les médias sociaux parce que je me suis sentie mal en plus, puis j'ai fait je suis tellement désolée. Elle s'appelle Stasilowitch sur Instagram. Donc, Tania Stasilowitch. C'est une lutteuse, prof de lutte à Montréal. C'est une artiste tatoueuse et une artiste dragless burlesque. C'est extraordinaire tout ce qu'elle fait. Je suis vraiment une fan finie. Et ben c'est ça. Ça m'a remis les pieds sur terre de ben oui. Hey, tu peux tellement être une femme et avoir une barbe, puis c'est bien parfait de même. Et elle assume ça. Elle se définit elle-même comme une beard goddess. Et c'est une créatrice de contenu extraordinaire. Elle a justement une école de lutte et souvent ses matchs de lutte vont être thématiques sci-fi wrestler. Donc, c'est une warrior de l'espace. Écoute, tout ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Et voilà, moi j'ai découvert, puis je l'aime d'amour, elle est super et je l'ai vue performer, c'est extraordinaire. Donc voilà. Je peux comme donner cet artiste-là en recommandation? Je pense que oui. C'est fait. Elle est maintenant dans Vraiment la... désolée si j'ai manqué de tact avec cette personne-là ou si je me suis mal exprimée par rapport à cette personne-là. Ça m'a tellement fait ah, ben voyons, comment ça, j'ai pas vu ça aller, mais en même temps, l'atmosphère dans laquelle j'étais dans un climat de spectacle où tout se pouvait, tu sais, fait que je me disais en cas de doute, tout le monde porte des perruques puis des props, fait que c'est ça. Bref, elle est exceptionnelle. De Donc, toute façon, on s'excuse parce qu'on y envoie des followers. Alors, ben, écoute, ben oui, certain. C'est la moindre des choses, voilà. Puis elle a un alors, TikTok aussi où elle parle de bien vivre avec sa barbe et le fait qu'elle est extraordinaire, puis full spirituel. En tout cas, c'est malade. C'est incroyable. Voilà, Simon. Excuse-moi, j'ai fini. OK, ça met fin à notre épisode sur le Freak Show, mais c'est peut-être pas la dernière fois qu'on va en parler parce que je sens que moult invités vont se bousculer au portillon dans l'avenir. Par contre, ça nous amène à notre pleine lune de décembre qui, cette année, tombe le 26 décembre, le lendemain de Noël. Et donc, il va falloir qu'on soit thématique. Et comme on a déjà parlé du Père Noël dans le passé, Hey, quel autre monstre de Noël qu'on pourrait bien employer, donc? on s'est dit qu'on allait rester d'une thématique festive, temps des fêtes, même si on est après Noël. Entre Noël et jour de l'an, c'est le meilleur moment, je pense, pour parler d'une créature qui est peut-être bonne, peut-être pas bonne, peut-être entre les deux, peut-être tout ça à la fois, qui a tellement de visages différents. Oui, de facettes. Parler de facettes différentes et je suis vraiment excitée de faire des recherches là-dessus plus en profondeur. Nous allons parler des anges. Parlons des anges, qu'ils soient dans nos campagnes ou derrière vous. Alors, c'est
Alors, c'est un rendez-vous pour la pleine lune de décembre. Bon mois à tous et À la prochaine pleine lune.